Notre époque est passionnante, déprimante parfois si on la regarde sous l'angle de ses contradictions. D'un côté, tout un discours idolâtre la nature, culpabilise l'homme de la souiller. De l'autre, on nie la nature en refusant la possibilité même de porter la vie. Une idée montante aujourd'hui, en tout cas, et qui est largement véhiculée par les médias. La fête des mères a quelque chose peut-être de désuet, puisqu'on assiste à l'effacement justement des mères. C'est ce que nous dit Eve Wagerland, notre invitée, l'effacement des mères, du féminisme à la haine de la maternité. C'est un petit peu curieux d'en arriver là. Et on va essayer de savoir pourquoi. Bonjour Eve Wagerland. Bonjour. C'est aux éditions de l'Artilleur que vous êtes interrogée sur cette question. Vous êtes enseignante dans un collège d'Île-de-France, agrégée docteur en lettres et mère d'une petite fille. Alors précisément, quel est l'objet de cette réflexion? Ça vise au lendemain de la fête des mères à dire que les mères s'effacent progressivement? Oui, tout à fait. On le voit à travers justement ce phénomène de la fête des mères qui est de plus en plus remis en question, alors que d'un autre côté, la journée du 8 mars monte, donc la journée qui fête le droit des femmes. On voit qu'on préfère célébrer la femme dans l'absolu que les mères. Donc on a vraiment une fête qui prend le pas sur l'autre, et la fête des mères, on sent, qu'elle est vouée à disparaître, hein, dans les prochaines années. Elle est de plus en plus, remise en question. On nous propose à la place une fête des gens qu'on aime ou que sais-je, et il s'agit, toujours, pour les militants, en particulier LGBT, de faire disparaître définitivement les mots de père et de mère de notre vie. Pourquoi? Alors parce que, il s'agit, pour eux de faire admettre des, schémas de structure familiaux alternatifs, qui sont, dans lesquels on n'a pas justement un père et une mère, et donc avec ce délire inclusif qui est le nôtre, actuellement, on n'a de cesse, que de vouloir faire disparaître ces termes. Moi, j'en parle dans le livre, c'est quelque chose qu'on subit tous, en fait, désormais. J'ai une petite fille et dans la plupart des formulaires que je remplis, désormais, il est question de parent 1 et de parent 2 et non plus de père et de mère. Il y a aussi le terme de coparent qui se répand de plus en plus, hein, lorsque vous êtes enceinte et que vous prenez un rendez-vous, pour une échographie, par exemple, on vous indique si le coparent, si sa présence est autorisée ou non. Il s'agit du père, en l'occurrence, et ouais, moi, ça me choque énormément de devoir, heu, accepter ces dénominations qui sont déshumanisantes, chiffrées. Ce qui est étonnant, Eve Wagerland, c'est que cette idée de supprimer le père et la mère n'est pas partagée par l'ensemble de la population, à Mmh. première vue. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle de plus en plus le wokisme, mais que je traduirais volontiers par tyrannie des minorités, en fait, parce que, au nom, voilà, de l'inclusion et de toute petite minorité militante à l'intérieur, de certains groupes qui sont déjà minoritaires, on impose à l'ensemble de la société, à l'ensemble de la population, de plus en plus de choses. Mais justement, Mmh. ces groupes, dont, vous dites qu'ils ont une influence au point justement, d'effacer la notion de père et de mère, Mmh. est-ce qu'ils sont repris par des partis politiques, par des projets de loi? Est-ce que tout ça s'inscrit dans le cadre Mmh. d'une concertation démocratique? Oui, bien sûr, on voit que le gouvernement d'Emmanuel Macron s'inscrit complètement dans ce progressisme, à la suite des gouvernements précédents, puisque on a eu le mariage pour tous, et à la suite de cela, Emmanuel Macron a fait, la PMA sans père. Tout ça, s'inscrit dans la même logique, dans la logique de créer, de déconstruire en fait, le concept de famille, pour, créer des types familiaux, alternatifs, et faire avancer l'agenda idéologique, progressiste. En termes de nombre, de justement de poids dans la société, est-ce qu'on arrive à mesurer ce que ce nouveau schéma familial ou ces nouveaux schémas familiaux représentent? Bah, c'est assez, alors dans la réalité, je pense que c'est extrêmement minoritaire. Les familles qui réellement sont des familles, homoparentales, ou ayant fait une PMA, sans père. Mais, sur le plan idéologique, en revanche, le poids est absolument énorme parce que, que ce soit dans les séries télé, à l'école, le matraquage idéologique, en fait, autour de ces questions est absolument hallucinant, et encore une fois, on nous fait accepter à tous, le recul de la notion des notions mêmes qui sont les piliers de n'importe quelle société, à savoir le fait qu'il y a des pères et des mères et des enfants. À quoi le mesurez-vous à l'école, vous qui enseignez au collège? Mmh. Eh bien, les intrusions, de militants, à travers des associations sont permanentes, hein, à l'école. Récemment, il y a eu une journée de lutte contre l'homophobie qui est l'occasion de placarder partout des drapeaux LGBT, de faire passer des messages, justement favorables à cette idéologie. Y compris dans les écoles privées?
Alors moi, j'enseigne dans le public, donc je me permettrai pas de mais je pense que dans certaines écoles privées, ça arrive aussi. Bon, il y a une idéologie dominante et apparemment, bon, c'est une minorité, mais bon, après tout, c'est le libre jeu des sociétés ouvertes que de mettre en concurrence les Mmh. minorités. Et s'il n'y a pas de résistance, pourquoi leur ferait-on grief de développer un message qui est le leur? Vous Oui, voyez? tout à fait, mais c'est à nous de résister justement, c'est à la majorité de ne pas accepter, ce qu'on lui impose parce qu'en fait, il y a eu un discours, très pernicieux, par exemple, au moment du mariage pour tous. Moi-même, j'ai cédé parfois à l'argument qui nous disait: «Mais qu'est-ce que ça te change? Qu'est-ce que ça va?» Et en fait, on voit que le changement a été énorme puisque maintenant, je n'ai plus le droit d'être une mère, je suis un parent un ou 2. Et ça n'est pas, sans conséquence. Sans parler ensuite de choses beaucoup plus graves puisque, à partir de la négation, en fait, des rôles de père et de mère, on nie aussi la différence des sexes, on nie de plus en plus la réalité biologique et on fait accepter l'idée de transition de genre et je pense que le jou on va tous être quand même, concernés par la crainte qu'un de nos enfants veuille, changer de sexe. Et ça, c'est une réalité et vu, les messages qu'on fait passer à l'école sur ce thème, ça nous menace tous. Et donc l'effacement des mères, ça veut dire aussi l'effacement des pères, je Ah oui, présume? effectivement, c'est ce qu'il faut rappeler, ça va forcément de pair. Si on supprime, la mère, on supprime, le père qui devient donc soit le parent 2. Généralement, on voit qu'il est plutôt parent 2 que parent 1 ou coparent et Oui, parce que c'est problématique ces histoires de parents un et mmh, 2. bah, Ça bien sûr, oblige à ça crée hiérarchiser. une hiérarchie, c'est abominable. C'est extrêmement difficile. Je vous dis, moi, j'ai vraiment un malaise à chaque fois que je dois remplir ce type de formulaire. Donc le père, lui aussi, est effacé, d'autant plus que, c'est de plus en plus compliqué pour lui de trouver sa place, en fait, au sein d'une famille, où, voilà, la virilité, la paternité ne peuvent plus vraiment, exister. C'est la femme qui décide de tout en matière familiale, hein, à partir du moment où elle a le contrôle de la contraception, à partir du moment où en cas d'IVG, elle seule décide et que pour les féministes, il est hors de question, même de demander l'avis du père puisqu'on a le slogan, assez inepte: «Pas d'utérus, pas d'avis». On sait que dans 75 des cas, la séparation est initiée par la femme et qu'ensuite, toujours dans 75 des cas, c'est elle qui aura la garde des enfants. Donc à partir de là, on ne voit pas comment un père, pourrait parvenir à exister. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'à côté de ça, on ne nous parle que de congé paternité. On veut que les pères s'investissent auprès des enfants comme une seconde maman, ce qui me paraît difficile alors qu'on les exclut en fait de leur rôle paternel, constamment. Eva Garland, dans une société réellement patriarcale, en fait, on aurait des pères qui réagiraient beaucoup plus, parce qu'on ne Mmh. les entend pas beaucoup. Non, 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 on voit que les hommes n'osent pas s'exprimer, notamment face à ce féminisme, en fait. On est dans une logique, tellement culpabilisatrice, et qui est globale, hein, en fait, le père, il incarne si vous êtes, voilà, un mâle, blanc occidental, vous portez tout le poids de la culpabilité, qui pèse, encore une fois, à la fois sur l'Occident et cetera. C'est ce qu'on a dans l'idéologie, écoféministe qui, culpabilise l'homme sur tous les plans, à la fois comme ancien colonisateur, à la fois comme voilà, élément du patriarcat. Françoise Daubonne, qui est la créatrice du concept d'écoféminisme, nous dit que voilà, l'homme a asservi la planète, et en même temps, il a asservi la femme et donc voilà, Et puis il a asservi les peuples les peuples, colonisés. colonisés et cetera. Donc finalement, le mal, occidental, il cristallise toute cette, culpabilité pour l'instant, à l'échelle de la société, on voit que les hommes sont un peu tétanisés par cette, culpabilité qui pèse, sur eux. Et au bout du compte, s'il est si mauvais que ça, bah, il n'a plus qu'à disparaître. C'est un peu ça, ouais. Donc faut s'effacer, on va arrêter de parler tout de suite, hein, puisqu'on est tous les deux, enfin moi je suis un mâle occidental de plus de 50 ans, donc en réalité je suis un homme à Mmh. abattre. C'est ça. C'est ça. Malgré moi, parce que après tout, moi je suis plutôt pour le libre débat et que les gens puissent, pourquoi pas, dire que la mère a pu porter aussi dans la société une charge que les hommes regardaient avec, comment dirais-je, sans grande responsabilité aussi. Mmh. Elle a aussi porté dans la société un poids dont on n'a pas forcément tenu compte, Mmh. Eva Garland, par Bien le sûr. passé.
Oui, Hein, oui, les mères qui enchaînaient les enfants sans les vouloir, par exemple, hein? Non? bien sûr qu'il y a eu énormément, d'inégalités, mais aujourd'hui, d'abord, on est dans une situation, différente. Ensuite, il ne faut pas non plus, en restant focalisé sur ces inégalités du passé, porter, nous, les occidentaux, tout le poids, de la culpabilité, alors que, nos sociétés et justement parce qu'elles étaient chrétiennes, ont quand même permis à la femme d'être beaucoup plus libre, que dans beaucoup d'autres, sociétés. Donc voilà, c'est paradoxal de voir qu'aujourd'hui, c'est nous qui nous considérons comme une société patriarcale et cetera, alors que depuis le Moyen Âge, le christianisme a éradiqué, de nos sociétés la répudiation, la polygamie qui continue d'exister dans de nombreux endroits du monde, aujourd'hui. Oui, parce que ce questionnement, en fait, de l'effacement des mères, on est bien d'accord, se concentre, se focalise sur l'Occident exclusivement. Mmh. Aucune autre région du monde, en fait, ne partage ce point de vue. Tout à fait. Ce qui est très paradoxal, c'est que nous, c'est nous qui avons une natalité, un taux de fécondité actuel à 1,6 avec, 1,5 à peu près partout, en Europe, qui, nous soucions du mal que nous pourrions faire à la planète, en faisant des enfants, hein, puisque maintenant, l'écologie extinctionniste, en fait, s'assume, hein, et assume de dire que finalement la présence humaine sur terre est une nuisance. Et donc c'est nous qui nous soucions de faire trop d'enfants et qui essayons d'en faire moins, alors qu'on a, des pays dans le monde qui ont une natalité à 7 encore. Et ça n'inquiète personne, avec des pays africains notamment où les femmes ont très peu accès à la contraception, sont encore effectivement dans ce schéma des grossesses, multiples. Mais c'est, la femme occidentale qui se dit: «Ah non, non, il ne faut pas que je fasse, plus d'1 ou 2 enfants, sinon je vais nuire, à la planète». Et c'est quand même un paradoxe de se dire que des personnes qui vivent dans un état peut-être de pauvreté beaucoup plus grand que le nôtre, même si la pauvreté existe aussi bien sûr dans nos sociétés, ne se posent pas tellement la question de savoir si la vie est bonne, pas bonne. Ils y vont, Mmh. voilà. Oui, Ils ont des enfants, point. c'est ça. Et c'est Heu, chez nous que cette question se pose. oui, bien sûr. Nous sommes beaucoup plus angoissés effectivement de la Pourquoi? question des conditions, économiques. Bah, parce que je pense qu'on a été habitués à un grand confort, justement pendant toute une période. On a baigné dans cette culture du choix depuis les années 70 et l'accès massif à la contraception, à l'IVG. Patrick Buisson en parlait dans son dernier livre comme d'une mentalité contraceptive et il dit que ça crée la hantise de l'enfant qui n'aurait pas été programmé et qui viendrait, par hasard et donc effectivement, cette mentalité contraceptive fait qu'on est tétanisé par l'idée d'avoir un enfant qui n'aurait pas été bien planifié et qui ne serait pas accueilli dans les meilleures conditions possibles. Et cette culture du choix, de la planification de l'enfant, fait que nous ne sommes plus capables d'accueillir tout simplement, la vie quand elle vient. Et je m'inclus, hein, là-dedans parce que, je veux dire, je suis une femme de mon époque, j'ai fait de longues études, je ne sais pas comment, voilà, j'aurais pris la nouvelle, si j'avais été enceinte à 19 ou 20 ans. Et donc c'est pour nous, c'est très compliqué à accepter. On a du mal à se détendre tout simplement, et à se dire: «On va faire avec, on va Qu'est-ce que vous s'arranger». dites justement à une jeune fille qui Mmh. apprend qu'elle est enceinte, elle a 20 ans et elle Mmh. veut faire de longues études? Vous lui dites quoi aujourd'hui? Alors, je je lui dis d'essayer de faire un choix réellement libre, en dépit du fait que la société va, à toute force, lui indiquer, l'IVG comme unique solution, possible à sa situation. Mais ensuite, voilà, il n'y a pas que, les femmes à titre individuel qui sont en jeu, c'est surtout à nos politiques qu'il faut s'adresser, en fait, pour dire, «Cessez, d'adresser comme unique message aux femmes, voilà, si vous êtes dans une situation économique défavorable ou si vous êtes jeune en cours d'études et que vous êtes enceinte, vous avez l'IVG, il faut proposer d'autres aides, il faut aider les femmes qui sont dans des situations, compliquées à pouvoir, accueillir leur enfant». Donc vous renvoyez cette personne Mmh. à la puissance publique et aux responsabilités de l'État. Oui, c'est ça, parce que une jeune fille qui se retrouve dans cette situation, à l'heure actuelle, peut être angoissée à juste titre parce qu'en fait, la société actuelle est très peu accueillante pour la maternité et c'est vrai que si on n'a pas déjà soi-même une situation, un travail, et cetera, qui nous permet d'assumer entièrement, la charge de l'enfant, sachant qu'aujourd'hui on est quand même de plus en plus éloigné de sa famille souvent, eh bien ça peut s'avérer assez compliqué.
Vous parlez, Eve Wagerland, de la stérilisation. C'est une mode, la stérilisation, semble-t-il. Il y a des vidéos qui en font la promotion. Vous citez le cas Mmh. d'Artoise. Est-ce qu'on peut en dire un mot? Oui, tout à fait et il n'y a pas que sur les réseaux sociaux d'ailleurs que ce message se répand, hein. Récemment, j'ai lu, dans Le Figaro un article, qui, posait la question, «Est-ce que la vasectomie ne serait pas l'avenir de la femme?» Donc on commence à voir se répandre un discours, toujours issu du féminisme qui nous dit que la femme ne sera vraiment libre, dans son corps que lorsque l'homme se sera fait stériliser, ou si elle-même se fait stériliser. Donc là, le cas d'Artoise, c'est une vidéo qui est sur le média, Konbini, qui est pas mal regardée par les jeunes en ligne et qui fait systématiquement la promotion de ce genre de choses. Donc cette jeune fille qui a autour de 20 ans explique, sa démarche. Elle a fait une ligature des trompes et elle en fait à toute force la promotion, aux autres jeunes en expliquant, voilà, qu'elle ne voulait plus être regardée même comme une mère potentielle. C'est ça qui est assez fascinant, c'est que, le fait qu'on puisse, même la considérer, simplement, voilà, sans être mère, mais que ce soit une possibilité, l'insupportait et elle a voulu la supprimer définitivement. Donc il y a une grande quand même, il y a un grand désarroi dans une partie de cette jeunesse-là qui Bien songe sûr. à ce type, d'idée dont on peut estimer qu'elle est quand même Mmh, extrêmement triste. mmh, Comment, les parents réagissent? Où sont les parents d'ailleurs dans ce type de situation? mmh. On se pose la question, le problème c'est qu'aujourd'hui, on est dans cette mentalité, libérale qui ne veut aucune contrainte sur l'enfant. Il y a toute une partie du livre qui est consacrée à la question de l'éducation parce que, donc je m'interroge sur, la réalité du regret d'être mère dans le livre. Pourquoi tant de femmes maintenant, disent qu'elles regrettent d'être mères? C'est aussi un discours qui se répand beaucoup dans la presse féminine et il me semble que, le refus d'assumer la charge éducative aujourd'hui, on a détruit, voilà, l'autorité, parentale, exactement comme, on a détruit l'autorité du professeur à l'école. On veut, préserver, la paix sociale, dans les familles en créant un climat sympa et les parents ne veulent plus faire preuve, d'autorité et sur leur enfant et ça fait des enfants qui sont de plus en plus, je pense, instables et à qui, en fait, on n'ose, rien opposer et qui vont, se soumettre, d'autant plus facilement à tous ces délires, Mais parce qu'il n'y a pas de Mmh, contre-discours ou non plus d'offres, d'autres offres qui sont mmh, présentées, en particulier sur les réseaux sociaux. Donc là, il y a peut-être une lacune. mmh. Oui, oui, Vaguement, je ne sais pas comment c'est vous possible. voyez ce point. En tout cas, médiatiquement, il n'y a pas beaucoup de concurrence dans le discours. Il y a un Hem, discours, très présent, dominant, qui est très présent, mais s'il est dominant, c'est parce qu'il n'y a pas non plus d'autre discours qui vient non, vraiment, non, bien sûr, le après on concurrencer. fait on fait ce qu'on peut, Voilà, voilà, mais non, mais ça veut dire que pour, peut-être que les justement créer ce contre-discours, parce que vous mais dites que tout cela est c'est lié aussi au difficile. rejet du christianisme, c'est-à-dire Mmh. qu'il y a quand même un christianisme qui est mis face à ses responsabilités, non? Mmh. Oui, oui, c'est vrai. Ça s'inscrit d'ailleurs dans tout le rejet, ce dont on parlait tout à l'heure, hein, la culture de la repentance, le rejet de notre culture. Le christianisme il avait porté au plus haut, hein, la figure de la mère avec, la figure de la Vierge Marie. Il avait fait de la mère et de son enfant 2 êtres, sacrés et on s'est débarrassé du christianisme et on voit que, dans le même temps, Peut-être pas tout la à fait quand même. maternité alors largement sur, le plan de la société Ça bouge en encore. général, oui, bien sûr et le féminisme, dès le départ, rejette le christianisme, hein. Il l'associe au patriarcat, ce qui est absurde à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, à savoir que, quand même, ce sont nos civilisations, chrétiennes qui ont permis, aux femmes d'être libres et si le féminisme, est né, en France, c'est en réalité aussi, parce que la femme y était déjà bien plus libre que dans d'autres sociétés et dans le livre, je reviens sur d'autres périodes de notre histoire qui ont été des périodes où on s'est écarté de l'orthodoxie, catholique et on voit que de la même manière, Les on cathares en particulier, oui, voilà, même si ça remonte un peu. ça remonte, mais je m'amuse à faire un parallèle entre l'écoféminisme et le catharisme parce qu'on voit que dans les 2 cas, Hem, il y a une espèce de dualisme. Le catharisme, considère que le monde est entièrement mauvais, que c'est une création du diable et à cause de cela, il voit la maternité, l'enfantement comme une souillure, parce qu'il faudrait qu'on soit de purs esprits
Et à côté de ça, c'est vrai que le féminisme, en particulier le beauvoirisme, est vraiment, a un aspect purement cérébral, intellectuel. Il fait de la femme un être désincarné, abstrait et avec ce dégoût, de la maternité, qui est considéré comme une donnée biologique à supprimer, qui enferme la femme, voilà, dans son corps, dans la biologie. Simone de Beauvoir disait que, le malheur de la femme, c'est qu'elle a été, condamnée, vouée à répéter biologiquement, la vie et que c'est Alors que abominable. l'homme développe des œuvres et Voilà, la c'est femme ça, est dans la répétition des tâches. c'est ça. Est-ce qu'il y a des voix, Eve Wegerland, qui incarnent un petit peu le discours que vous portez, j'entends, dans l'espace Mmh. médiatique? Est-ce qu'il y a une manière de redorer l'image de la mère aujourd'hui? Par quoi cela Mmh, passerait-il? hem, Au-delà du discours, du décryptage que vous faites, hein, qui est oui, bien un sûr. décryptage des idéologies ambiantes et des idées qui dominent l'espace médiatique. Est-ce Ah qu'il y a des bah, figures? Parce que quand on regarde la presse féminine, honnêtement, on a mmh. l'impression que c'est, malgré la profusion de supports féminins, que c'est un discours univoque. Il n'y a pas Oui, c'est tellement vrai qu'on peut d'alternatives. on peut avoir cette impression. Ensuite, ça fait des années que Génie, Bastier, critique, ce féminisme, y compris le néo-féminisme. On a Charlotte Dornelas aussi, qui Mais ça reste des vilipende, figures marquées, etc. Vous voyez? oui, bien sûr. Non, c'est Et puis sûr assez que jeunes. on a, oui, la jeunesse, c'est l'avenir. Mais bon, non, je ne sais pas. C'est sûr qu'il y a, des médias dominants qui sont pour moi extrêmement dangereux parce que, ils arrivent à imposer comme des évidences des choses qui sont de pur délire et que quand vous les entendez la première fois, vous vous dites: C'est pas possible, on va jamais pouvoir, nous imposer ça, parent 1, parent 2. Moi j'ai cru, voilà, qu'on que ça ne serait pas possible et pourtant, ça y est, je remplis les formulaires donc et ça n'a l'air de gêner personne parce qu'il faut être inclusif, il faut être tolérant, pour Voilà, l'instant, secouer l'apathie ambiante, en fait, oui, qui d'ailleurs concerne aussi bien les débuts de la vie naissante, que la vie finissante, hein. On le mmh, disait tout à l'heure avec notre invité Félix Putalin sur la déroute de la raison, mmh, qui nous parlait du modèle suisse en matière de fin de vie. Finalement, c'est un petit peu les mêmes discours qui sont calqués à tous les niveaux, début ou fin de la vie. On a un peu la même idée dominante. tout à fait. Eva Garland, merci. Est-ce qu'on peut se dire, justement, vous qui enseignez en collège, à l'école, est-ce qu'il y a, par exemple, vous nous dites qu'il y a beaucoup d'associations qui viennent s'exprimer dans les Mmh. établissements. Est-ce que vous allez, par exemple, être invité dans des établissements pour en parler? Est-ce que c'est quelque chose que vous prévoyez de faire? Est-ce que c'est quelque chose de possible? Non, c'est complètement impossible, je pense. Sincèrement, qu'on m'invite dans une école pour tenir ce discours, je peux vous dire qu'on est très, très loin de la réalité de l'école publique. Non, non, il y a Mais aucune pourtant, chance. vous Alors prenez quand si même la ça parole. oui, oui, bien sûr, mais voilà, sur, Radio Notre-Dame. J'attends qu'on m'invite dans une école, hein, Bon, vous mais verrez les répercussions de je cette pense que émission. voilà, il y a peu d'espoir. Merci d'avoir accepté notre Merci. invitation. Je rappelle que vous êtes agrégé docteur en lettres et mère d'une petite fille. Vous enseignez dans un collège en Île-de-France et vous publiez L'effacement des mères aux éditions L'Artilleur. Merci, à bientôt.